L'inflation, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un indice mesuré généralement par des instituts statistiques comme l'INSEE en France. L'INSEE, ça va mesurer l'inflation sous plusieurs façons. La première, c'est généralement le panier de subsistance en France. Donc quand on parle du chiffre d'inflation, c'est pas forcément l'inflation qui correspond à sa consommation. C'est une inflation qui correspond à un panier décidé par un institut. Et cette inflation, on la mesure pour comprendre si le coût de la vie augmente. Mais le coût de la vie selon une façon de consommer. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Pour ce nouvel épisode de La Martingale avec Julien Etex. Salut Julien, ça va ? Enchanté, ça va très bien. Salut Matt. Je suis ravi de te rencontrer. Alors on se croisait vite fait lors d'une préparation pour cet épisode. À un moment où on sentait l'inflation pointer le bout de son nez. Alors il y avait déjà eu un mois de décembre un peu rude, mais on voyait que les taux allaient probablement un peu bouger. Ça bougeait aux États-Unis, ça doit bouger potentiellement en Europe. Puis entre-temps, il y a eu une guerre qui a éclaté aux portes de l'Europe, ce qui est quelque chose de triste, dramatique, inquiétant, mais qui entraîne aussi des tas d'effets sur les marchés. Et notamment autour d'une inflation due notamment aux matières premières. Enfin, on va y revenir. Mon idée dans cet épisode, en t'invitant, était de se dire que c'est un concept, l'inflation qu'on connaît, on comprend en fait. Des prix augmentent et puis mon salaire augmente pas, en gros, vaguement. Tu vas y revenir, mais on peut s'en prémunir. On doit essayer de le comprendre un peu plus. On doit pas juste en avoir peur. On doit le comprendre. Activer un certain nombre de choses, faire attention aussi à tes invests, parce qu'en fait, si tes invests sont dans des endroits où les prix n'augmentent pas, tu vas voir tout le reste augmenter et toi, tu vas t'appauvrir finalement techniquement. Voilà, donc je te propose qu'on fasse un épisode autour de ce sujet avec une explication, les basiques, pourquoi et en ce moment, et ensuite comment on s'en prémunit. Ça te va ? Excellent, ça me va super. Avant tout ça, on va expliquer pourquoi tu as une forme de crédibilité sur le sujet. Une street cred, comme on dit. Toi, tu es Chief Investment Officer, une sorte de banquier privé. Donc souvent, quand on voit une banque privée, on pense banque privée pour, je sais pas, comme à la BNP. J'ai reçu récemment la directrice du réseau de la BNP, dont le réseau de banques privées. Mais il y a aussi le concept de banque privée poussé à son paroxysme, qui est une banque privée pour une seule famille. C'est ça. Donc toi, c'est ce que tu fais. Exactement. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de gérer le patrimoine d'une seule famille, qui a le patrimoine qui permet d'avoir une équipe dédiée à gérer l'ensemble de son patrimoine en immobilier, en actifs financiers liquides, en investissement direct, etc. Et avant ça, j'ai investi 4-5 ans en venture capital, donc en start-up. J'étais en Californie pour Airbus, j'étais aussi en Europe pour Upfront Ventures, un gros fonds basé à Los Angeles. Et avant, j'ai fait une dizaine d'années en banque, chez JP Morgan, à Paris, à Genève, et chez Barclays. Avant d'être un ingénieur aéronautique, mais à 13 ans, j'achetais déjà ma première action sur Minitel. J'ai investi toute ma vie, c'est ma passion. Est-ce que je l'avais acheté par Minitel ? Je suis pas sûr, mais j'en avais acheté aussi assez jeune, mais je m'étais bien foiré sur la première action. C'était quoi la tienne ? Moi, c'était Saint-Gobain. Okay. Et puis juste après... Saint-Gobain, c'est pas mal, non ? C'était défensif. Et on verra que c'est une industrie qui aujourd'hui est aussi dans le cœur du réacteur avec l'inflation. Et puis ensuite participer à l'IPO de France Télécom fin des années 90. Qui a fait un peu le roller coaster. C'est ça. France Télécom, des émotions. Ouais. Moi, c'était Eurotunnel. Et Eurotunnel, c'était pas un bon plan. Pourtant, tu vois, comme quoi, et t'apprends dans le dur, là, de ce genre d'invest, mais tu te dis, attends, il y a un tunnel entre la France et l'Angleterre, il y a l'Europe, il y a peut-être l'écologie, il y a ça va aller de plus en plus vite. C'était pas 2 heures de train Eurostar après, mais c'était voilà. Enfin,
tu vois, tous les signaux sont enfin, c'est un projet extraordinaire, quoi. En fait, surcoté, survalorisé, puis Brexit, et puis bon. Mais même bien avant le Brexit, de toute façon, c'était vraiment une branche pourrie, cette action. Mais, ouais. Après, c'est toujours, voilà, on apprend ce qui est dans le prix et ce qui est pas dans le prix. Et parfois, quand l'histoire est trop belle, c'est complètement dans le prix. Et donc, c'est pas vraiment intéressant, hein, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des histoires trop belles comme Tesla, comme même FDJ ou des choses comme ça qui partent quand même dans les tours, qui s'envolent. C'est assez drôle parce que tout le monde aime cette histoire, quoi, en fait, quoi, ces histoires. Alors revenons sur le sujet du jour. L'inflation, Julien, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est techniquement plus profondément de ce que j'ai évoqué tout à l'heure? Oui, absolument. L'inflation, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un indice mesuré généralement par des instituts statistiques comme l'INSEE en France. L'INSEE, ça va mesurer l'inflation sous plusieurs façons. La première, c'est généralement le panier de subsistance en France. Donc, quand on parle du chiffre d'inflation, c'est pas forcément l'inflation qui correspond à sa consommation. C'est une inflation qui correspond à un panier décidé par un institut. Par exemple, c'est uniquement des loyers. C'est pas l'achat immobilier, donc l'indice d'inflation suit pas les prix de l'immobilier à Paris ou à Lyon, hein. C'est uniquement les loyers en France et puis un panier avec de l'alimentation, une télévision, potentiellement une voiture, des carburants. Donc c'est un panier de consommation. Et cette inflation, on la mesure pour comprendre si le coût de la vie augmente. Mais le coût de la vie selon une façon de consommer. Par exemple, le fait que Chanel augmente le prix de ses sacs de plus de 50% en 2 ans, aussi c'est de l'inflation. Mais c'est une inflation pour des gens qui sont beaucoup plus aisés, beaucoup plus riches. Ça ne sera pas pisté par l'inflation de l'INSEE, par exemple. L'inflation... C'est intéressant parce que si je prends, j'ai une connerie, mais que je sois propriétaire, mais même locataire finalement, d'un appartement alors dans une grande ville, donc je veux dire Paris parce que j'y suis, mais ça peut être à Bordeaux, voilà, à différents endroits, ou même d'ailleurs n'importe où dans une ville. J'ai acheté, je fais un remboursement. L'inflation me concerne pas puisque mon loyer augmente pas en fait. Non, ton loyer augmente pas. Au moins sur cette partie, mais qui est une grosse partie de ma dépense. C'est vrai. Le loyer augmente assez peu en France. Mais je parle du remboursement de mon emprunt. Non, mais même le loyer finalement quand t'es locataire, c'est juste si tu loues un nouveau. Souvent, si tu veux changer d'appartement, là, ça va te concerner parce que généralement, sur du nouveau. Ça va dépendre où on est dans son parcours immobilier. Si on est en début de parcours immobilier, on vient d'acheter son premier appartement, on n'a pas encore d'enfant, mais après on doit acheter plus grand. Là, l'inflation, ça nous concerne quand même assez fortement. Par contre, si on est déjà à sa résidence principale en famille, on a 45-50 ans, ça nous concerne beaucoup moins parce qu'on pour les primo-accédants par exemple de toutes les grandes villes de France, l'inflation ces 20 dernières années dans l'immobilier, ça les concerne très fortement. Absolument. L'inflation en général, juste pas l'inflation de l'INSEE, parce que l'inflation de l'INSEE, ça suit les loyers et ça suit pas le prix de l'IMO, et c'est pour ça que je faisais la différence. Très bien. Parce que important de voir les deux. Et l'inflation aussi, c'était différent dans les années 80. Dans les années 80, on entendait beaucoup parler de l'inflation. Pourquoi ? Parce que les salaires étaient indexés à l'inflation. C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'on soit ouvrier, qu'on soit comptable ou qu'on soit ingénieur, son salaire augmentait mécaniquement à mesure que l'INSEE publiait son nouveau chiffre d'inflation. Donc l'inflation, c'était aussi perçu comme une façon de défendre son salaire. Ça s'est arrêté. Et donc maintenant, on est en 2022, les salaires sont plus du tout indexés sur l'inflation. Donc quand il y a de l'inflation, la plupart des gens perdent de l'argent, parce que comme tu l'as dit au début, les salaires n'augmentent pas, sauf quand on est dans un domaine en demande incroyable, on est développeur informatique, on peut travailler en remote avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, ou même en France, dans des startups ou dans des sociétés qui payent de mieux en mieux. Là, l'inflation, on s'en fiche, parce que son salaire augmente encore plus rapidement. On est dans un grand groupe, on a une belle carrière, on a fait de belles études. Généralement, son salaire augmente plus que l'inflation. Le salaire des cadres augmente entre 2 et 4, 2 et 5% par an, donc plus que l'inflation ces 10 dernières années. En revanche, le SMIC, les salaires des employés plus normaux augmentent moins vite que l'inflation. Et donc, c'est un peu l'enjeu. Et en plus, ils sont potentiellement donc des employés, comment on appelle ça ? Il y a des dans des niveaux de grille de salaire, tu vois, il y a les cadres, les agents de maîtrise, absolument. Mais notamment on parle aussi beaucoup en ce moment de premier rang dans la crise, infirmiers, infirmières, caissiers, aides-soignants, etc. Tu vas avoir potentiellement des salaires à 1 500 € par mois ou des choses comme ça. T'es le premier touché par
finalement, toi, ça te concerne beaucoup plus l'augmentation du prix de la salade, du pain, enfin de la farine et de l'essence et potentiellement des loyers à la marge, que finalement quelqu'un qui gagne 4005, parce qu'en fait, à la fin, si tes courses coûtent 100 balles de plus par mois, c'est relou, mais ça change pas ta vie, quoi. Ouais. C'est ça. L'impact sur ce qui te reste pour te faire plaisir est complètement disproportionné. Donc, la question là-dessus est de dire, si je prends deux deltas très larges, et moi je me trouve un peu au milieu, j'espère tendre vers le plus proche, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Je prends ces employés de front row qui sont, tu vois, face à la crise et à l'inflation, et cette famille que tu gères. Est-ce que la famille que tu gères est exposée à l'inflation? Est-ce que ça change quelque chose quand tu es à l'autre bout du spectre et que tu as beaucoup d'argent dans ta stratégie financière, dans ton quotidien peut-être pas, mais dans ta fortune, quels sont les effets de bord si je veux prendre cet extrême? Pour la consommation, ça change assez peu. Même si l'inflation des gens très aisés, elle augmente à un rythme incroyable. C'est UBS qui chaque année publie le panier d'inflation du très riche mondial, du citoyen du monde, et elle est historiquement entre 5 à 10% par an. Donc c'est gigantesque. Ça veut dire que le prix des services pour les très riches double tous les 7-8 ans. Ce qui est donc très différent de l'inflation de la salade quand on va chez Carrefour. Les Palaces, les Ferrari, mais c'est vrai, les Ferrari, les montres, bien sûr, on a fait des épisodes sur les montres, les sacs à main Chanel, les hôtels de luxe, mais même aussi les services type avocats, d'affaires, etc. Tout ça ont une inflation qui est très importante. Bon, ça te fait moins saigner le cœur, soyons honnêtes. Mais ça fait moins saigner le cœur, je suis d'accord. Par contre, pour les investissements, bien sûr que ça peut orienter certaines choses. On en reparlera à la fin. On reconfigure le portefeuille pour profiter du fait que les prix augmentent et être dans des industries, dans des secteurs où les entreprises peuvent monter les prix et passer les prix soit à d'autres entreprises, si c'est des entreprises B2B qui vendent à d'autres entreprises, soit qui vendent à des consommateurs aisés et qui donc peuvent monter les prix sans que la demande s'essouffle. Donc on y viendra tout à l'heure, mais en effet, il existe des entreprises un peu inflation-proof, quoi. C'est ça. Qui limite peuvent en profiter parce qu'ils vont augmenter leur prix, garder leur taux de marge, donc augmenter leur marge technique. Bien sûr. Je pense à Apple ou des boîtes comme ça qui finalement, tu vends un téléphone à 1300 ou 1400 euros, c'est pareil. Puis derrière, t'as l'App Store qui est toujours là. Et puis Bon, ça a une certaine limite. Ils peuvent parfois pas augmenter de façon infinie, mais ils sont capables d'augmenter plus vite que le reste de l'inflation. Et donc, ils s'en défendent. Voilà, c'est ça. Et je voulais revenir à maintenant pourquoi on parle de l'inflation maintenant et pas il y a 6 mois, par exemple. Il y a 2 types d'inflation. Il y a ce qu'on appelle la bonne inflation. La bonne inflation, c'est quand l'économie va très fort. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'emplois créés. Les taux sont bas parce qu'ils sont soutenus par les banques centrales. Et ça, c'était dans le contexte du Covid. Mais finalement, les banques centrales ont aidé peut-être de façon supplémentaire par rapport aux réels besoins que l'économie avait d'être aidée pendant la crise du Covid. Je pense que les gens avaient assez mal anticipé que l'économie tourne aussi bien avec une pandémie. Et quand je dis tourne aussi bien, ça peut choquer. Mais il faut savoir qu'il y a tellement de profits qui sont générés de façon purement online par des groupes comme Google, Amazon et d'autres. Il y a tellement de gens qui maintenant savent travailler avec les outils informatiques que l'économie tourne incroyablement bien, même quand les avions sont fermés, même quand on porte des masques, même quand on prend moins de plaisir à sortir et à partir en vacances. Donc les banques centrales ont tellement aidé. Les taux sont restés bas très longtemps, sont toujours à 0. Aux États-Unis, ça va commencer à remonter là dans quelques semaines. Ça a été annoncé par Powell, ils vont remonter de 0,25, donc c'est faible, mais il y a un premier mouvement. La Banque centrale européenne a parlé hier. Christine Lagarde a annoncé qu'ils arrêtaient le programme de rachat d'actifs. Ça fait longtemps, hein. Donc ils l'arrêtent là d'ici quelques trimestres. Veut dire ? Ça veut dire moins de soutien des banques centrales, parce que les banques centrales disent quand même, là on est allé trop loin, il y a une vraie inflation qui est en train de s'installer. Au début, c'était uniquement de la bonne inflation, comme je le disais, liée à l'économie qui pulse. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, on a aussi de la mauvaise inflation, et j'y arrive, c'est de l'inflation importée par les prix des matières premières, donc du fait du conflit en Ukraine, hein, très clairement, que ça soit sur l'énergie, que ça soit sur les produits agricoles comme le blé, le maïs, le soja, etc. Et aussi une mauvaise inflation liée à la devise. Les devises qui varient très très vite. On a vu l'euro-dollar varier de plus de 5% en 48 heures. C'est monumental. Hein. Ça n'arrive habituellement absolument jamais. Et donc cette mauvaise inflation qui fait qu'en tant que consommateur en France, ce qu'on va acheter à l'extérieur de la France va nous coûter plus cher parce que l'euro est un peu moins fort. Et aussi parce que les matières premières vont nous coûter beaucoup plus cher. Cette inflation-là, il faut essayer de la calmer.
Et donc les banques centrales se disent on va devoir remonter les taux, on va devoir calmer notre soutien à l'économie. Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait déjà une économie très forte qui a invité les banques centrales à aller monter les taux, à aller ralentir un peu leur soutien. Mais en plus, on a cette guerre qui vient faire un deuxième effet ultra violent sur l'inflation des ménages. Est-ce que tu peux m'expliquer simplement pourquoi remonter les taux fait baisser l'inflation ? C'est intéressant, c'est vrai que remonter les taux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la banque centrale, au quotidien, habituellement, elle prend le cash des banques et elle offre ou pas une rémunération à ce cash. Simplement, tu me le livres pendant la nuit et ça permet d'étancher le bilan des banques et de les calmer dans leurs ardeurs de prêter toujours plus d'argent à des business, à des particuliers qui achètent de l'immobilier ou faire des prêts de dernier secours à des particuliers qui sont au bord du précipice ou des entreprises qui sont au bord du précipice. Et là, pour soutenir l'économie, les taux étaient quasiment à zéro. Donc ça veut dire, les banques centrales disaient aux banques, allez-y, guichet ouvert. Évidemment, prenez pas un risque inconsidéré quand même. Il y a de la réglementation, il y a des règles, il y a des ratios de liquidité. Les choses sont bien faites pour pas refaire des 2008 trop souvent. Mais quand même, au niveau des taux, allez-y. Vous pouvez aller très fort. Et donc, en Europe, les taux sont très bas depuis la crise de l'euro en 2012 avec la crise de la Grèce. Donc, ça fait 10 ans. Donc, les taux de l'immobilier n'ont cessé de baisser. Et ça fait 10 ans qu'on profite de taux en baisse constante et donc un immobilier qui monte. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus récent. 1% sur 20 ans, ce que j'ai emprunté là récemment. Ouais, on peut même faire encore plus. Oui, je sais, mais c'est incroyable. Et ça, c'est exotique. Mais top, bravo. Et aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, les taux ont toujours été plus élevés parce qu'ils avaient besoin de moins de soutien, parce que leur économie, objectivement, tourne beaucoup plus fort qu'en Europe sur le long terme, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes problématiques avec la Grèce et différents pays européens qui tournent à des rythmes différents, pour simplifier. Donc eux, leurs taux ont été bas uniquement récemment avec le Covid. Et donc ça a encouragé les entreprises américaines à investir, ça a encouragé les ménages américains à acheter de l'immobilier. Là-bas, l'immobilier monte de façon extrêmement rapide. En 2020-2021, certains marchés ont pris 50% en 2 ans. Les loyers ont pris 20% en 1 an aux États-Unis, puisque là-bas, les loyers sont pas encadrés comme à Paris, à Lille ou dans certaines villes françaises où les loyers sont capés avec des lois. Là-bas, les loyers sont libres. On peut sortir ces locataires de façon extrêmement violente et donc les propriétaires en profitent et ils augmentent les loyers très rapidement actuellement. Grâce aux taux bas qui leur ont permis d'acheter des propriétés et aussi parce que là-bas, les salaires ont augmenté rapidement. Grâce à l'investissement des entreprises, les entreprises se permettent d'embaucher de plus en plus. Il n'y a pas un nombre infini de personnes sur le marché du travail, donc les salaires augmentent. Donc pour revenir à ta question, si les taux augmentent, brutalement, on ferme le robinet et ça veut dire que les entreprises vont moins pouvoir investir. Les particuliers vont moins pouvoir investir dans l'immobilier aussi puisque ça va coûter plus cher. En Europe, on n'est pas encore à monter les taux, mais là, arrêter le programme de rachat d'actifs, c'est la première étape pour que la Banque centrale puisse remonter les taux potentiellement d'ici la fin de cette année. D'accord. Donc dès la fin de cette année, la Banque centrale européenne va remonter les taux et les banques, elles l'anticipent, elles le savent, et donc les taux immobiliers remontent actuellement. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut s'empresser d'acheter avant que les taux remontent trop fort ? C'est intéressant, c'est vrai qu'en immobilier, j'ai envie de dire, ça fait déjà depuis mi-janvier que les taux immobiliers augmentent. Le 1% sur 20 ans, il est encore possible si on a un excellent dossier et qu'on est un couple en CDI ou de fonction publique vraiment très simple. Mais si on est dans des situations déjà un peu plus spéciales avec des professions libérales, des auto-entrepreneurs, c'est déjà plus possible d'avoir 1% aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on a un projet immobilier, que ce soit une résidence principale ou même faire de l'investissement, ça peut valoir la peine d'aller un peu plus vite que prévu dans son projet. Et pour l'investissement, je mets quand même les auditeurs en garde. Attention aux villes où les loyers sont trop encadrés. Parce que si on a une inflation et qu'on ne peut pas augmenter son loyer, c'est un investissement qui ne sera pas un très bon investissement. Évidemment, oui. Donc, c'est principalement Paris en France Il y a Lille aussi, et il y a d'autres mairies, mais à regarder de près. Donc, les loyers sont encadrés. J'ai l'impression que pour l'instant, ça n'a pas complètement tapé fort là-dessus, que c'est plus... C'est vrai. Il y a beaucoup de laissés-aller. Il y a plus d'un tiers, je crois, des annonces à Paris qui sont illégales par rapport à leur loyer vis-à-vis de la réglementation, mais un jour ou l'autre, la mairie va rattraper tout ça. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas jouer avec les règles. Là-dessus, donc, si les taux augmentent, on est d'accord, donc on va passer de, je sais pas moi, de 1 à 1,5. Moi, j'ai emprunté, il y a pas si longtemps, pour ceux j'ai emprunté, le premier gros emprunt que j'ai fait en 2009, je devais être à 4,50 ou quelque chose comme ça. Donc, et en fait, bon, ça fait beaucoup plus cher, mais bon, ça va. Enfin, tu vois, je veux dire,
c'est pas tu le sens passer, mais c'est pas super violent non plus. Je veux dire, en tout cas, bon, alors c'était sur 15 ans, moins long, peut-être moins douloureux, j'en sais rien. La question là, c'est que si je m'empresse d'acheter et que les taux remontent, le prix de l'immobilier risque de baisser. Potentiellement, oui. Du coup, c'est toujours un peu une question là-dessus, dans ce game de vase communicant, ce qui est pas facile, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux acheter un peu plus cher un peu moins cher à un taux plus élevé, ou un peu plus cher à un taux moins élevé, tu vois. Normalement, on se projette à long terme sur l'immobilier, que ce soit pour son projet d'investissement locatif ou dans sa résidence principale. Acheter de l'immobilier à 2 ans, ça n'a pas de sens. Non, il faut toujours faut toujours se projeter quand même avec une certaine distance. Et à une certaine distance, si on est propriétaire en résidence principale, finalement l'intérêt c'est le vrai loyer qu'on paye à sa banque, c'est vraiment l'argent qui est jeté par la fenêtre. Et ça, le minimiser, le cristalliser à un taux bas sur par exemple les 10 prochaines années, c'est vraiment intéressant. Qu'on ait acheté un peu cher ou moins cher, c'est souvent un peu un non-sujet tant qu'on n'a pas à vendre. Et à horizon 7-10 ans, on peut quand même se dire que l'immobilier devrait se reprendre assez facilement. L'immobilier, historiquement, c'est intéressant. Ça progresse toujours plus vite que l'inflation. C'est toujours l'inflation, plus 1% par an sur une période extrêmement longue. Donc c'est normalement un bon actif qui défend de l'inflation, mais pas sur période de 1 ou 2 ans. Et en locatif, encore plus. Parce que si jamais tu empruntes à 4%, ce qui est possible, dans 4 ans ou 3 ans, que les taux maintenant reviennent à 4% sur 20 ans par exemple. Mais si à Paris, ton rendement locatif, du fait de la loi, est capé à 3%, 4% brut, net de charge, net de tout, ça vaut plus la peine du tout de faire du locatif. Donc il faut réfléchir au taux quand même dans son équation, dans son business plan qu'on fait pour son investissement locatif. Sachant que dans pas mal de villes, on le voit, mais à Paris, ça vaut plus la peine de faire du locatif déjà aujourd'hui, quasiment. Enfin, tu le disais avec l'encadrement des loyers et tout ça, c'est quand même très compliqué. Ok, donc on a compris ce qu'était l'inflation. Pourquoi il y a donc un gros effet là, tout récent depuis qu'on s'est parlé pour la première fois. Donc on a parlé de cette guerre qui fait que on le ressent pas encore complètement. Je veux dire, à la pompe à essence, c'est vrai. Tu vois quand même un peu partout. Alors à Paris, tu commençais à voir déjà avant des 2 € le litre, mais là maintenant, quand tu le vois en dehors de Paris, tu te dis waouh, c'est réel, ça c'est vrai. J'ai acheté une baguette, elle a pas augmenté encore. Je veux dire, on parle des céréales. Ça, c'est quoi les échéances de même le gaz, ça augmente tout le temps depuis. Mais... Alors, il y a quand même des bons efforts qui sont faits par l'Europe. Il faut donner le crédit un petit peu à Emmanuel Macron qui essaye de fédérer toute l'Europe en ce moment pour qu'il y ait des émissions obligataires pan-européennes pour offrir un bouclier énergétique à la population européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le gaz continue d'être au niveau où il est aujourd'hui, il est à un niveau 4 fois, 5 fois supérieur à son prix historique, le gaz. C'est pas simplement une augmentation de 20% comme le pétrole à la pompe. On est sur des effets beaucoup plus importants. Et comme ça aurait un effet trop important sur les foyers, si cette augmentation de prix était donnée directement, ça veut dire parfois des gens qui devraient payer 400 € par mois de gaz au niveau de prix actuel. Quand tu payes déjà 400 € d'essence... ça commence à plus être possible en fait. Ça met des foyers complètement en faillite. Emmanuel Macron et l'Europe cherchent à faire en fait un bouclier où finalement ça va être de l'argent public qui va venir compenser les prix du gaz au-dessus d'un certain niveau. Donc il y a des vrais efforts qui sont faits en Europe pour protéger une partie de la population de l'inflation. Il doit sortir de quelque part, il sort de quelque part, il sort de l'impôt et c'est porté par les générations futures. Donc c'est pas non plus une vraie solution. Les échéances pour le blé, pour les céréales, c'est plutôt fin d'année, c'est-à-dire à mesure que le stock est sorti des différents pays européens. Ça aura potentiellement aussi des conséquences dans certains pays nord-africains comme l'Égypte qui importait jusqu'à 80% de son blé d'Ukraine. C'est une économie et c'est un pays avec une grande population qui dépend beaucoup du blé. Donc on peut aussi se dire qu'il pourrait y avoir quelques risques géopolitiques. Il y a eu déjà des manifestations en Irak en début de semaine sur le prix du blé et le prix du pain, par exemple. Ça, c'est un pays qui importait tout son blé d'Ukraine. Eux, ils l'ont ressenti directement. Directement, il y a des gens dans la rue, on a faim, ça coûte cher. Voilà, donc on n'en est pas là encore en France et en Europe, mais il faut savoir qu'il y aura des vrais effets de l'inflation d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Il y a beaucoup aussi des supermarchés et des grandes structures en France qui achètent de façon annuelle, qui négocient leurs prix parfois sur 2 ans. Donc on peut se dire que d'ici les prochains mois, quand les nouveaux prix vont devoir être reflétés, il va se passer quelque chose. Et on peut en arriver maintenant à pourquoi certains secteurs défendent plus ou moins de l'inflation. Typiquement, un groupe comme Carrefour, ils peuvent passer une partie des augmentations de prix aux consommateurs, mais s'ils le passaient intégralement, ils vendraient beaucoup moins. Et donc, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils doivent trouver cet équilibre entre augmenter les prix, oui, mais quand même, les gens doivent venir faire les courses chez moi. Et ils ont des marges pourtant très faibles. Très faibles. C'est-à-dire que
souvent, je vois ces groupes-là, j'avais regardé, je sais plus si c'était Carrefour ou Auchan, mais ils faisaient 50 milliards de chiffre d'affaires et 500 millions de résultats nets. C'est ça. Quoi. C'est donc c'est 1, 2, 3% de marge c'est maximum. Donc c'est typiquement des groupes qui sont boudés en bourse parce que des marges très faibles et en plus pas vraiment la capacité de passer l'intégralité des prix aux consommateurs parce que les consommateurs chez Carrefour c'est les gens normaux. C'est pas les gens forcément dont les salaires augmentent parce qu'ils sont en tech ou ils sont dans des secteurs où les prix peuvent être augmentés de façon importante ou bien auto-entrepreneurs. Les clients, toi, ils vont au bon marché, quoi. Ils vont... Voilà, les gens trouvent différentes façons de s'alimenter, mais c'est sûr que Carrefour c'est moins présent à Paris. Voilà, Carrefour c'est moins présent à Paris. Et donc en termes de secteur, qu'est-ce qui fonctionne dans un monde d'inflation? C'est ce qu'on appelle les actions avec un facteur qualité. Et le facteur qualité, il y a des trackers qui existent pour suivre ces actions-là. Ce sont typiquement des actions qui sont capables d'aller passer leur prix aux consommateurs. Et donc on l'avait dit tout à l'heure, ça peut être le secteur du luxe. Ça peut être la technologie, mais uniquement quand on est sur le haut de la technologie, parce que justement, on a des consommateurs assez aisés en face de soi. Ou bien, c'est des entreprises qui vendent uniquement à d'autres entreprises. Du B2B. Voilà, des services, par exemple des services informatiques, des services de conseil comme des sociétés d'avocats, des sociétés d'investissement, donc comme des sociétés de private equity qui fournissent des fonds d'investissement pour des familles aisées ou pour des grands institutionnels. Tout ce type de secteur-là va pouvoir passer des augmentations de prix à ses consommateurs finaux, mais une bonne partie de la cote ne va pas pouvoir et va se retrouver à potentiellement rogner sur ses marges, à la fois parce que les prix des matières premières vont augmenter, les prix des salaires de certains de leurs salariés, souvent les plus élitistes, vont augmenter aussi parce qu'en compétition avec d'autres groupes, et donc leurs marges en bout de course baissent dans un contexte d'une économie qui se porte quand même correctement. Ouais, donc ça a des impacts sur où travailler. On en parlait juste avant. Alors, à la fois, tout ce que tu dis, évidemment, ça fait sens. À la fois, dans ce que je vis, moi, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, nous, on a une agence digitale dans laquelle on est confronté à d'autres typologies d'inflation, qui est ce que tu appelais tout à l'heure, je pense, la bonne inflation. Mais moi, je sais pas si elle est bonne. Elle me fait un peu chier, tu vois, de temps en temps. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait... alors, à quelle inflation? Je t'explique. Je suis confronté. C'est que aujourd'hui, dans toutes ces levées, toi, tu as été venture capitaliste, donc tu as investi dans des startups, etc. Toutes ces levées, on parle de licorne, on parle de donc les Alan, Conto, Swile, pour les, enfin, tu vois, juste pour les Français, mais même Back Market ou voilà, des tas de gens que j'ai reçus sur Génération Do It Yourself, par exemple, qui lèvent des centaines de millions, qui viennent chercher en fait des métiers qui sont les miens. Ils viennent chercher des devs, des UX designers, des créatifs, des chefs de projet, product owners, etc. Des gens brillants, passionnés par tu vois, l'innovation, la tech, etc. Et donc eux, ils ont un cash monumental pour investir dans des choses qui deviennent des produits et qui réussissent à vendre et potentiellement à vendre plus cher. Moi, ma réalité, c'est que il y a quelques années, je pouvais vendre un jour homme à 500 €, 550 €, 600 pour les plus jeunes et monter jusqu'à 900, 1000. Et aujourd'hui, en effet, les plus jeunes valent beaucoup plus cher. Mais c'est difficile à augmenter ces prix, même en B2B. Même quand, et pour autant, moi, je suis obligé d'augmenter des salaires de mon côté parce que, sinon les gens s'en vont et ils ont raison. Je veux dire, non, ils ont tort parce que ce sera une boîte extraordinaire. Non, mais non, en vrai, ils ont tort. C'est vrai, je pense fondamentalement parce que c'est pour d'autres raisons. Mais en revanche, bon, il y a un moment, tu vois, ton portefeuille et ce que tu te proposes de gagner, voilà, ton arbitrage, il doit se faire, quoi. Et voilà, et c'est pas si simple. Je veux dire, non, c'est pas si simple. Vendre 700 €, 800 € à un junior, tu te dis, mais moi, ça me paraît assez what the fuck, mais on en arrive. Si je prends exactement les ratios que j'avais il y a quelques années, c'est les prix que je dois les vendre. En fait, il faut se remettre dans un schéma des années 80 ou même des années 30. Et donc là, ça fait du bien de parler à ses parents ou à ses grands-parents pour se rappeler de ce que c'était les années 80. Et c'était, dans certains secteurs, vraiment un moment où les employés avaient le pouvoir. Et de façon très brutale, un très grand pouvoir. Et comme les entreprises n'avaient pas eu l'habitude, pendant des dizaines d'années, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvaient un peu en difficulté parce que, trouvant pas normal, finalement, le fait que les employés puissent comme ça arbitrer d'un jour à l'autre, avec une certaine déloyauté parfois, avec des salaires plus importants. Il faut s'y habituer, malheureusement. On revient complètement dans cette dynamique-là, mais dans certains secteurs. Et c'est pour ça que je reste prudent, parce que 90% des gens, ça les concerne pas.
Et leur salaire, malheureusement, il va être décidé par un grand groupe, par des responsables des ressources humaines qui vont leur donner 1, 2, 3% maximum par an. Et c'est déjà pas mal. Enfin, dans pas mal de secteurs, c'est déjà un bel effort parce que les marges sont faibles. Mais il faut savoir que dans les secteurs, par exemple, qu'elle tient, ou d'autres secteurs autour de la tech, ou même des secteurs de conseil, là, les salaires vont prendre 10-15% par an. Est-ce que tu crois pas que même dans les secteurs, tu dis, qui sont moins concernés, je veux dire, il y a des tas de secteurs comme la restauration, la boucherie, même de la construction, où en fait, il n'y a pas assez de personnes. Donc, il y a quand même la loi de l'offre et de la demande qui font que l'hôtellerie, etc., où en fait, tous les salaires dans les cafés, les restos, etc., ont explosé ces dernières années, parce que sinon, tu trouves juste personne. Donc, à un moment aussi, tu peux peut-être décider de passer je dis pas que d'être serveur, de passer de caissier à serveur, c'est forcément évident, mais enfin, tu peux quand même te dire, je vais changer de voie pour aller chercher un endroit où je vais gagner 300-400 euros de plus. Donc, il y a quand même aussi tout en bas, il va pas y avoir une reprise de mouvement qui est probablement saine, hein, d'ailleurs, mais de cette base, il y avait une augmentation de ces salaires aussi? Je suis d'accord avec toi. En fait, on a vu ça aux États-Unis, on le voit moins en France, mais c'est une courbe en U. C'est-à-dire que les secteurs les moins protégés habituellement, donc la construction, la restauration, ont eu des salaires qui ont augmenté beaucoup plus que les salariés dans des grands groupes assez sûrs. Et en fait, le prix de la sécurité, en moment d'inflation, il est extrêmement élevé. Travailler pour la fonction publique, travailler pour un très grand groupe, c'est là où finalement on a souvent les salaires qui augmentent le moins. Alors que si on est dans des secteurs extrêmement volatiles, comme la restauration, la construction, où du jour au lendemain, l'ouvrier peut décider d'aller sur un autre chantier, ou du jour au lendemain, le serveur dit « vous me traitez mal, je vais dans le restaurant d'à côté », c'est là aussi où les entrepreneurs sentent plus de pression pour aller payer davantage. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ces secteurs, ils arrivent généralement à passer l'augmentation des prix à leurs clients. Parce qu'un restaurant s'adresse à des gens assez aisés. Ils montent les prix, je pense que tout le monde le voit sur les menus, que ce soit à Paris ou à Lyon, où j'étais encore il y a quelques semaines, où les bières augmentent à 20% par an, j'exagère. Et dans la construction, ils ont la double excuse, parce qu'il y a non seulement les salaires qui augmentent, mais il y a aussi les matières premières qui augmentent, et donc le coût d'une rénovation, et ça il faut y penser quand on fait de l'investissement locatif, les rénovations coûtent beaucoup plus cher maintenant qu'il y a un an, donc il ne faut pas rester sur les mêmes devis, dans les mêmes ordres de grandeur, il faut faire un bon plus 20% par rapport à il y a un an, et donc les salaires pourraient augmenter aussi dans ces secteurs-là. Et quand on est aujourd'hui, par exemple, employé d'un bon niveau, d'un niveau correct dans un grand groupe, moi, je pense qu'en 2022, il faut se poser la question. Si on est encore jeune, c'est ce que j'allais dire. Donc, si on est encore motivé potentiellement à se former, il y a deux choix qui s'offrent à soi. Soit devenir auto-entrepreneur, c'est-à-dire sacrifier sa sécurité pour travailler en tant que propre chef, pour aller trouver ses propres missions, ou bien se mettre dans des secteurs comme ceux qu'on vient de citer, où les salaires finalement peuvent augmenter de façon intéressante si on est bon dans son métier, si on commence à être connu, si on a un réseau, ou bien se reformer pour aller par exemple dans la tech. Moi j'ai des amis ingénieurs aéronautiques à 35 ans, ils se forment pour être développeurs en Python, ils se forment sur leur temps libre en un an et demi, et ils font x3 sur leur salaire en étant recrutés en remote pour des groupes américains, pour des startups françaises, alors que eux sont basés à Annecy, à Aix-en-Provence ou à Nice. Littéralement, pour donner des ordres de grandeur, de 50 000 à 150 000 euros. Ouais, c'est des gens à 35 ans qui étaient dans des groupes aéronautiques du sud de la France, qui avaient fait des carrières tout à fait correctes, payés 50, 55, 60K avec les intéressements annuels. C'est déjà des très bons salaires. Et en se reformant en Python, alors c'est des gens qui avaient déjà un cerveau scientifique et qui étaient quand même assez agiles, mais ils sont reformés à développer en Python avec des certifications en intelligence artificielle dans des secteurs qui fonctionnent bien. Et ils ont été recrutés en freelance à 140, 130, 150 000 dollars par an. Ça veut dire que la première arme potentiellement anti-inflation, elle est d'assumer, de bouger professionnellement, quoi. C'est de se bouger dire, professionnellement en sachant que la sécurité, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher en ce moment. C'est-à-dire que si on accepte de mettre la sécurité de l'emploi sur la table, c'est là où on peut faire les plus gros sauts en salaire. Je prends une précaution parce que je le dis souvent, j'ai cité une ou deux actions, je cite des tas de choses, mais on donne pas de conseils en investissement et je donne pas de conseils ici non plus en chemin de vie. Juste une chose importante, la sécurité. Là, on est sur des situations de plein emploi dans tous ces métiers, dans beaucoup de métiers quand même, en France et en Europe, mais dans tous les métiers qu'on a cités. Quand ça se retourne, si t'es free, tu prends cher, quoi, quand même. Généralement, le robinet est complètement fermé d'un coup.
Et donc, voilà, faut le savoir. Je veux dire, tu parles de sécurité, en face, tu parles dans des choses où, en effet, je parlais tout à l'heure de jour-homme à 500, 600, 700 euros. C'est sûr que si tu es tout seul et que tu arrives à les vendre à ces prix-là, voire plus, hein, parce que quand tu as 35, 40 ans, que tu as une vraie expertise, tu peux aller à 1000, 1500, enfin, des choses comme ça. Mais tu fais 20 jours par mois, tu fais le calcul, très vite, tu peux faire un chiffre d'affaires de 15, 20 000 avec zéro charge, avec un bureau qui te coûte potentiellement 500 euros dans un coworking comme ici ou chez nous à Bordeaux ou chez WeWork ou peu importe. Enfin, t'as rien en charge, un ordi et voilà. Mais et donc là, si tu fais tes belles années, ceux qui ont fait ça depuis 4-5 ans, c'est sûr que c'est chouette, mais encore une fois, dès que ça se retourne, c'est les premières personnes que tu coupes, quoi. C'est le plus facile. Absolument. Les freelances, et tous ces métiers exposés. Faut pas oublier que quand on prend des risques, c'est très agréable quand les risques ne s'expriment pas et qu'on est payé pour ces risques. Ouais. Mais quand les risques s'expriment, il faut être prêt. Donc je suis pas en train de dire que c'est une martingale, je dis simplement que actuellement le risque est bien payé. Et donc il y a des moments de cycle économique où on prend des risques et on n'est pas bien payé pour ce risque. Et en ce moment, ça paye. J'ai toujours été à contre-courant là-dessus. Moi, je me suis retrouvé tout seul sur le marché en 2011. Le risque était pas bien payé en 2011. Ouais. Non, il y avait la crise de l'euro. Donc, la première façon de se défendre de l'inflation, c'est sa gestion de carrière. C'est potentiellement regarder des secteurs qui sont plus rémunérateurs, potentiellement avec aussi une bonne sécurité. Par exemple, simplement être dans l'ingénierie plus classique, aller dans l'ingénierie informatique ou faire des parcours, des pas de côté tout en restant en entreprise pour être quand même sur des courbes un peu plus intéressantes en termes de salaire dans des secteurs où l'inflation est plutôt positive. Exactement, et sachant que, en effet, je reprends le côté free ou entrepreneur, typiquement, tu vas me dire après si le levier bancaire dans ces périodes d'inflation est quelque chose d'intéressant et si c'est quelque chose sur lequel il faut s'exposer au max. J'ai enregistré avec Frédéric Bious hier, je sais pas si tu connais, Expérience Capital, bien sûr. Un épisode extraordinaire sur Génération du Tour Self à sortir, et qui me dit, moi, je passais ma vie à m'endetter, quoi. Je m'endette. Bon, bah, c'est comme ça qu'il s'enrichit, tu vois, mais quand t'es dans plus t'es risque averse quand t'es dans une situation d'ultra sécurité, l'investissement, en tout cas l'emprunt, est plus accessible, plus facile. Alors peut-être moins gros parce que tu gagnes moins aussi, mais quand t'es de l'autre bout du spectre et que t'es dans une freelance, c'est compliqué typiquement, même moi entrepreneur, d'investir, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a une sorte de boucle d'entraînement qui est différente. Quand on est auto-entrepreneur, généralement en fait on prend moins d'emprunts sur l'immobilier, parce que les banques vont vouloir prêter un peu moins par rapport à ses revenus, ils prennent une marge de sécurité plus importante et c'est logique. Par contre, si on est capable de bien épargner, parce qu'on a des bons revenus, on peut aussi emprunter contre ses actifs. Mais bon, ça pourrait faire l'objet quasiment d'un autre épisode. C'est on appelle ça des prêts lombards, ou bien faire des prêts personnels extrêmement peu chers, et donc arriver quand même à ses fins dans ses projets sans l'outil classique de l'emprunt bancaire. Mais c'est vrai que dans un premier temps, tant qu'on n'a pas épargné, on n'a pas vraiment accès à ces leviers, et donc le levier est un peu moins facile. D'accord. Et donc ces leviers en période d'inflation, je sais pas moi, tu vois, je regarde des SCPI en ce moment, j'y suis un tout petit peu allé, mais pas assez, ou des choses comme ça. Je me dis, tu vois, j'emprunte très bien big time pour aller me mettre sur des SCPI. Est-ce que c'est les périodes où justement il faut faire attention, ou enfin? Ouais, si tu veux, les SCPI, il faut bien diversifier, il faut bien regarder ce qu'il y a dedans. Il y a des SCPI qui sont exposés à de l'immobilier résidentiel où là les loyers peuvent. J'ai mes petits chouchous, voilà. Je ne les cite pas, mais. il y a des SCPI avec les loyers à l'intérieur qui peuvent pas vraiment augmenter. Et donc ça, pour moi, c'est quand même des SCPI dont le rendement risque de s'éroder assez vite dans le futur. Il y a des SCPI qui sont plutôt en logistique, en immobilier de bureau, où là, ils sont très exposés à l'économie, donc elles peuvent avoir des problèmes si jamais l'économie va très mal. En revanche, tant que l'économie va bien et que l'inflation avance, elles vont pouvoir augmenter leur loyer, et donc le rendement va peut-être même augmenter dans le futur. Donc il faut être assez analytique dans ces SCPI. Il ne faut pas oublier que les SCPI, il y a des forts frais à l'entrée, il y a une liquidité qui n'est pas assurée. Alors qu'en face, on prend un emprunt et on commence à payer des intérêts tout de suite. Et on a un remboursement qui est assuré. Exactement. Donc, il faut quand même être un tout petit peu prudent. Tu vois, je pense que quelqu'un ne peut pas mettre tous les curseurs de risque au maximum, sauf à vouloir vraiment partir pour les étoiles. Donc, si on gère une carrière de façon plus agressive, le levier va être peut-être réservé à sa résidence principale et son parcours immobilier plus classique. Moi, je veux partir dans les étoiles. Attends, tu me fais rêver. Aide-moi à partir dans les étoiles. Bon, qu'est-ce que je fais d'autre, en tout cas, dans ces périodes? Écoute, on en a parlé. De l'immobilier locatif, ça reste une bonne idée si on est capable d'avoir une courbe de loyer qui augmente, donc en visant les bonnes villes. Donc, effectivement, essayer de s'endetter dans un contexte où les taux sont encore bas pendant encore quelques mois, avec une
pente qui risque d'augmenter fin d'année, début d'année prochaine. Je vais refaire un épisode sur les bonnes villes, du coup, me mettre à jour. J'avais fait ça aussi avec et là, c'est meilleurs agents. Moi, je veux pas être politique ce matin, mais c'est vrai que ça change beaucoup. Selon l'orientation politique de la mairie, ce qui peut en plus malheureusement changer dans le futur. On peut acheter dans une ville très ouverte à l'augmentation des loyers et puis 2 ans après, les loyers sont capés. Pas une bonne surprise. Donc, l'immobilier locatif a quand même encore quelques risques et dans une période d'inflation, il faut mesurer ça parce que je pense que politiquement, ça sera un thème récurrent de dire on défend la classe moyenne en bloquant les loyers. Or ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Sachant que je suis pas sûr d'avoir entendu une ville sur laquelle on ait fait machine arrière. Une fois que les loyers se mettent à être capés, il n'y a pas encore eu de maire qui est arrivé qui a dit non mais maintenant c'est bon, on arrête, c'est la fête du slip. Non, et qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on l'a vu dans d'autres pays, quand les loyers sont capés trop longtemps, les propriétaires entretiennent plus les logements, les copropriétés font plus les travaux, parce que plus personne a envie de dépenser des charges, déjà que les loyers sont faibles, et donc ça donne des immeubles en mauvais état, et une vétusté des centres-villes. Au final, c'est bon pour personne. Donc, selon moi, garder les loyers capés, c'est bien une certaine période pour laisser respirer et permettre à certaines populations de pouvoir garder la tête hors de l'eau, mais au bout d'un moment, il faut construire en dehors des centres-villes pour pouvoir loger les gens décemment, mais en laissant augmenter les loyers augmentés en centre-ville. Et puis la dernière partie d'investissement, c'est tout simplement son patrimoine financier. Les actions, ça reste ce qui devrait correctement fonctionner dans un environnement d'inflation. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des grands groupes internationaux sont capables d'augmenter leurs prix. C'est fou les actions que tu me dis ça. Enfin, ça me surprend. Enfin, j'ai l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Je me dis, il y a bien un moment où tout ça va se retourner. Alors, il faut quand même piquer, comme tu l'as dit, les bonnes actions, quoi. Un Carrefour, Auchan, enfin, de grande distrib, c'est peut-être pas là où il faut trop s'orienter. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, j'aime bien acheter tout le marché. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif. Donc un index ? Prendre un ETF, même un ETF World, c'est-à-dire vraiment MSCI World, c'est-à-dire vraiment s'exposer à l'ensemble du marché développé mondial. J'entends bien développé, pour essayer d'éviter de s'exposer aux problèmes, que ce soit en Chine où la Chine essaye de prendre le contrôle sur son économie, ou la Russie évidemment, beaucoup plus récemment. Donc un MSCI World, pays développé, où là on s'expose à l'ensemble de l'économie mondiale, l'ensemble des actions. C'est censé produire entre 6 à 8% par an. Dans le futur, ça veut dire doubler son capital au bout de 10 ans, avec une volatilité extrême. Cette année, les actions pourraient perdre encore 20-30% de plus. Il ne faut pas en avoir peur. Donc, il faut réussir à tenir son risque comme un phare dans une tempête. Pas facile, exactement, mais les actions devraient rester le meilleur rempart, en fait, contre l'inflation, parce que la plupart des grands groupes vont réussir à augmenter leurs profits, réussir à défendre leurs marges. Pourquoi ? Parce que même si on pense beaucoup à des groupes comme Carrefour, la majeure partie du MSCI World, c'est de la tech qui est capable d'augmenter ses profits, des sociétés liées aux matières premières qui arrivent à vendre plus cher, etc. Sachant que le truc quand même assez formidable des index, alors bon, il y a une forme d'autoréalisation, c'est que quand tu t'es à la peine dans un stock, ben tu sors de l'index, et donc du coup il y a quand même que le haut du panier qui est là-dedans, quoi. C'est ça se réindexe automatiquement à l'intérieur, et donc sans rien faire, les pays gagnants sont plus représentés, les secteurs gagnants sont plus représentés, les actions gagnantes sont plus représentées. Donc il y a une forme de prophétie autoréalisatrice, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est la première façon de se défendre de l'inflation. Un point là-dessus, juste, tu t'amuses je digresse un peu, curiosité, mais donc évidemment, il y a des boîtes qui sortent des index. C'est dramatique parce que généralement, quand tu sors du MSCI World, du CAC 40 ou de certaines choses comme ça, en fait, ta valo dégringole d'un coup. Tu perds 20 points ou j'en sais rien. Enfin, une minute que tu prends cher. À l'inverse, il doit y avoir un game de se dire telle et telle action dans 6 mois, dans 1 an devrait rentrer dans ce stock, et donc du coup, comme j'ai l'impression que moi, tous les invités que j'ai qui sont bien câblés sur ces investissements sont quand même pas mal sur des index comme ça, ces actions d'un coup elles doivent prendre un gros coup de fouet. En fait, c'est intéressant, c'est comme beaucoup de choses, le marché a tendance à anticiper le fait que l'action va rentrer dans l'indice, et donc la hausse elle a lieu avant qu'elle rentre dans l'indice plutôt qu'au moment où elle rentre dans l'indice. Donc typiquement Tesla, il y avait beaucoup de spéculations sur quand est-ce qu'elle allait rentrer dans le S&P 500, et la hausse elle a eu lieu avant. Et donc les gens ça accélère, c'est un effet d'entraînement. C'est un effet d'accélérateur, mais c'est aussi une forme de prophétie autoréalisatrice. Moi, c'est pas un jeu auquel je joue, parce que ceux qui font les indices, donc S&P, MSCI, FTSE ou d'autres, c'est extrêmement encadré, c'est réglementé. Ils peuvent pas communiquer de façon extrêmement publique sur qui va rentrer, qui va pas rentrer, et donc c'est un jeu que je trouve risqué. Acheter les index de façon assez simple me va bien.
Et sinon, évidemment, en termes de secteurs, quels sont les secteurs qui devraient fonctionner dans un environnement d'inflation, et on verra si cette inflation continue d'être aussi forte. C'est l'immobilier commercial qui peut s'investir au format REITs ou SIIC, c'est-à-dire les foncières cotées, des groupes cotés qui perçoivent des loyers. Donc il y en a beaucoup aux États-Unis, et aux États-Unis, les loyers sont pas capés. Donc je viserai pas forcément les groupes français ou européens sur ce secteur-là. Donc foncières cotées, ce sont des foncières qui détiennent des murs pour des magasins, en gros, hein, du commercial, c'est pas du bureau. Souvent pour des magasins. Aux États-Unis, il y a même des foncières sur des prisons. Enfin, il y a des foncières pour tout et n'importe quoi. Mais elles avaient pris cher, non? Enfin, je veux dire, les magasins et tout ce qui est... Avec le Covid. Il y a 1 ou 2 ans. Et mais même avant, j'ai l'impression que les malls et tout ça étaient désertés de ouf et que le digital faisait un ravage. Là, il y a un retour là-dessus. Ça refonctionne. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les foncières ont déjà beaucoup baissé. Et c'est vrai que s'intéresser à ce secteur où les loyers peuvent augmenter, on est déjà sur des niveaux de valorisation bas. C'est un secteur qui n'est pas inintéressant. Encore une fois, je ne propose pas une action en particulier, mais potentiellement s'exposer au secteur, même si acheter un indice World suffit. Je cite ce secteur comme étant un secteur potentiellement gagnant d'une inflation. Je sais que tu peux pas donner de conseils, mais des noms, parce que moi je suis très étranger à tout ça. Donc il y a un indice de ces foncières où il y a pareil je cherche le terme, mais je peux rentrer sur MSCI World dans un indice, et l'indice ça va s'appeler EPRA, EPRA, ouais. Et ensuite REIT, REIT. Ok. Voilà, donc c'est beaucoup d'acronymes, mais c'est EPRA espace. Et après, je peux regarder ce qu'il y a dans ces indices, me dire tiens, je voudrais plutôt celle-là, elle a l'air bien, pourquoi, etc. Même si encore une fois, c'est plutôt en MSCI World tout simple que j'irais. Okay. La deuxième catégorie, c'est évidemment les matières premières. C'est extrêmement volatile, c'est extrêmement risqué, assez logiquement. Le pétrole, on l'a vu, a touché jusqu'à $130 le baril. Certains pensent qu'il pourrait monter jusqu'à 180, voire plus. Zéro. Il était même négatif. Oui, c'est ça. Il était même négatif. Que je disais, j'ai essayé de calculer comment tu passes d'un négatif à quel est le taux de tu vois. Là, t'es plus à plus 1000%. C'est délirant. Donc, Après, c'était en fait pas vraiment facile de l'acheter en négatif parce que c'est passé quelques fractions de seconde. C'était avec des futures que un investisseur comme toi et moi, on peuvent pas vraiment investir. Faut pas non plus fantasmer trop sur qu'est-ce qui aurait pu être possible de faire à cette époque. Mais c'est vrai que s'exposer aux matières premières, pareillement, il y a des paniers. Il y a des indices de matières premières plus globaux pour pas faire un pari sur juste le nickel ou juste le platine ou juste le pétrole. C'est généralement une classe d'actifs qui fonctionne bien dans un environnement inflationniste. Mais attention, c'est très volatile. C'est-à-dire que si la guerre se détend après-demain parce que des pourparlers sont en cours, les matières premières vont tout de suite dégonfler parce que le marché va largement anticiper le fait que les matières premières vont chuter. Donc ça, c'est une idée, mais c'est particulièrement risqué. Et sinon, les derniers... Ces indices, tu les trouves de matières premières? Parce que moi, ça a toujours été du côté difficile de rentrer sur les matières premières. J'avais fait des épisodes un peu... finalement, on me disait souvent, quand tu veux investir, j'ai une bêtise, mais non, dans le pétrole, finalement, c'est souvent aussi les entreprises autour du pétrole dans lesquelles tu vas rentrer. Ouais. Mais là, par exemple, ça a été très punitif parce que ceux qui ont voulu jouer avec les entreprises autour du pétrole, ils ont acheté du Shell, du BP, du Total, et c'est des entreprises qui fonctionnent pas bien en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elles sont exposées à la Russie. Et donc, certes, elles vont vendre les matières premières plus chères, mais elles se prennent le risque géopolitique de face. Et au final, c'est pas un bon pari. Donc, ça peut être très, très complexe. Quels sont les indices de matières premières t'en as en tête Oui, mais c'est vraiment pas des indices qu'on peut acheter comme ça. Il faut sincèrement regarder des fonds ou des ETF. Même iShares, donc BlackRock, a des ETF en matières premières si on veut investir. Mais encore une fois, les actions, c'est aussi un bon pari. La famille, typiquement, que je conseille, on n'a pas de matières premières. On considère que c'est trop volatile, trop risqué, et pas forcément quelque chose sur lequel parier. Simplement, je sais que les gens de ton auditoire, de temps en temps, aiment bien essayer de faire des coups. Ouais. Et les matières premières, c'est quand même quelque chose sur lequel, cette année, il y aura peut-être quelques coups à faire. Et la dernière partie, c'est quand on a peur, justement, que les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation, que l'euro se dévalorise, que le dollar se dévalorise, c'est l'or. Et c'est les crypto-monnaies avec parcimonie, mais pour quelques pourcents de son patrimoine seulement. L'or, généralement, fonctionne bien lors des périodes d'inflation, et les cryptos, on n'en sait rien, puisqu'on n'a jamais vécu une période d'inflation avec des cryptos. Donc certains pensaient que le Bitcoin allait être l'or digital. Pour l'instant, ça a une plutôt tendance baissière de fond. Enfin, ça a beaucoup baissé d'un coup avant, en fin d'année dernière, fin 2021. Et puis là, ça stagne, avec une tendance petit à petit baissière, en effet. Alors moi, je continue à rentrer petit à petit, mais c'est vraiment, comme tu le dis, quelques pourcents, parce que
c'est un peu prospectif, quoi. C'est ça. C'est encore une faux mot d'avoir loupé ces montées de 100 à... Il y a quand même des signes positifs. Il y a 2 jours, comme je te le disais, avant qu'on commence à enregistrer, Biden a ouvert un executive order il y a 2 jours, un mercredi, c'est-à-dire un paquet de réglementations pour les crypto-monnaies aux États-Unis. On peut se dire, les réglementations, c'est plutôt mauvais, ça va peser sur l'ambiance. Non. Au contraire, ça veut dire que la classe d'actifs crypto-monnaie est de plus en plus reconnue par les pouvoirs publics aux États-Unis comme étant une classe d'actifs institutionnelle, investissable, qui va être réglementée comme des actions de façon un peu différente, mais avec le même type de soins. Et donc, c'est plutôt un signe positif à long terme. Ça veut dire que des grandes entreprises, des grands fonds d'investissement vont pouvoir acheter des crypto-monnaies sans se poser la question de savoir si oui ou non c'est correct de le faire dans le contexte de leur responsabilité fiduciaire. Donc, il y a quand même des signaux positifs de fond, je trouve, pour les crypto-monnaies, même si, encore une fois, c'est extrêmement prospectif. Et on ne sait pas comment ça va se comporter avec l'inflation. Donc, pour récapitulatif, c'est vraiment les actions d'abord, l'immobilier locatif dans les villes ou dans un format où les loyers peuvent augmenter, donc au format REITs américain ou dans du locatif plus classique en France, dans des villes où on espère que les pouvoirs locaux vont pas bloquer les loyers, et éventuellement matières premières, or et crypto, mais dans une proportion très réduite. Et l'or, c'est quand même envolé donc depuis justement le début de ce conflit pour atteindre des sommets historiques. Hein. On parle de 60 000 euros, là je regarde en ce moment. Alors c'est vrai que dans du défensif, j'avais fait quelques épisodes sur l'or papier et l'or physique. À chaque fois je me disais mais il faut que j'y aille, il faut que je prenne au moins un lingot, tu vois. Et je l'ai jamais fait. Et en plus il y a plein de solutions. Ils sont assez cool les épisodes sur l'or, mais tu peux avoir des lingots maintenant que tu vois jamais, mais qui sont à toi, qui sont stockés, sécurisés, parce que c'est aussi l'une des problématiques de l'or. C'est la fiscalité, c'est la sécurité. Ouais. Et puis l'or, il faut quand même comprendre que l'or ne paye pas de dividendes. Donc, dès qu'on sort d'une période d'inflation, les gens fuient l'or parce que c'est un actif inerte, anesthésié. Donc, pareillement, pas facile de timer le moment où rentrer dans l'or et sortir dans l'or. Quelques pourcents, ça peut quand même être rassurant. Et puis après, là, tu vois, quand je vois le pic sous mes yeux, je me dis j'ai loupé le truc. Et en fait, tu sais pas parce que ça peut encore. Et ce qui est délicat, c'est que l'or est quand même principalement coté en dollars. Donc, en fait, l'augmentation que tu vois de l'or en euros, il est aussi en bonne partie parce que le dollar s'est apprécié. Donc en fait, c'est un double pari or et devise. Donc pas si facile que ça d'investir. Un peu comme les matières premières, très facile de se prendre les pieds dans le tapis. Sachant que pour rester pour parler justement de ces devises, j'avais en effet un peu mis ça de côté. Il y a alors l'euro, le dollar, ça bouge un peu, mais j'imagine que sur les devises faibles, ça doit aussi partir dans les tours parce que certains sont beaucoup plus exposés à l'inflation je pense je sais pas moi, alors là je pense à la Tunisie parce que moi j'ai des équipes en Tunisie, mais il risque d'y avoir des gros mouvements de marché aussi. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que les crypto-monnaies aussi ont eu un certain succès récemment, parce que beaucoup ou une partie des populations de ces pays dont la devise locale est faible achètent des cryptos pour essayer d'avoir des actifs qui sont isolés de la valeur de leur devise locale. Mais sinon, tu as raison, les devises faibles souffrent beaucoup dans un environnement de ce type, et les devises fortes, comme le franc suisse ou même le yen, s'apprécient dans des moments comme maintenant. Le franc suisse est passé plus fort que l'euro, brièvement, il y a quelques jours. Il faut savoir qu'en 2007, c'était 1,6 francs suisses pour 1 euro. Maintenant, on est à 1. Donc, voilà le signe d'une économie et d'une banque centrale qui a été très prudente et qui a des problèmes budgétaires très différents de ceux de la zone euro, qui a réussi à apprécier sa devise et donc à contenir l'inflation dans son pays grâce à une devise forte. Quand on a une devise forte, tout ce qu'on achète en dehors, on l'achète de moins en moins cher. Et donc ça abaisse l'inflation pour sa population. Tu dis donc c'est presque 1 pour 1 en ce moment, c'est ça? Ok. Et du coup, parce que j'essaie de me projeter les frontaliers, tu gagnes encore plus en francs suisses ou justement tu gagnes moins? Si tu étais à 1,6 sur un franc suisse pour 1 euro, tu avais un pouvoir d'achat quand tu gagnais en francs suisses qui était énorme, qui a baissé. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. C'est l'inverse. En fait, avant, quand tu gagnais 100 000 francs suisses, qui peut sembler être un salaire énorme, mais c'est un salaire assez classique en Suisse quand on a un diplôme.
Et ben avant, c'était plutôt l'équivalent de 60 000 euros en 2007. Maintenant, c'est l'équivalent de 100 000 euros. Ce qui était déjà une super somme par rapport au salaire qu'on pouvait avoir en France, qui était plutôt de l'ordre de 40-45 en 2007, avec ce type d'expérience, à peu près la trentaine, bac plus 5 ou bac plus 3 dans des secteurs sympas. Ouais. Et maintenant, 100 000 francs suisses, c'est 100 000 euros. Ouais. Donc pour un frontalier, ça change tout. Et évidemment, l'immobilier autour de la frontière a évolué pour accompagner ça. Ok, donc on a compris, vous devez être freelance en Suisse, vous devez changer de vie, acheter du MSCI World et un peu de crypto, un peu d'or, pas de Carrefour et de Auchan, et puis vous allez vous mettre bien. Bon, il faudra être en raccord avec votre compagnon, votre compagne, etc. Mais voilà, on change de vie. Et puis, on se prémunit de l'inflation et on achète aussi des appartements à Beauvais et à Besançon plutôt que ou dans des villes dynamiques où les loyers sont pas capés. Voilà, ou dans des villes dynamiques. Faut que j'arrête de citer des villes comme ça un peu random parce que du coup, après, je me fais flinguer par des... Ah, c'est des superbes villes, simplement. Voilà, il faut aussi connaître son marché. Si on habite Paris, acheter à Besançon, il y a quand même un risque. On connaît pas les bons quartiers, on sait pas comment gérer le bien. Donc, moi, souvent, l'immobilier, je conseille que ça soit assez proche de chez soi, dans des quartiers qu'on connaît finement et qu'on essaye de le gérer soi-même. Parce que dès qu'on délègue la gestion, on perd aussi beaucoup de ce rendement. C'est vrai. Après, il y a de plus en plus d'experts. J'en ai reçu certains, des super épisodes aussi. Immocities, Mastéos, Bivouac, 3 épisodes que je recommande. J'en ferai d'autres d'ailleurs, mais qui te permettent aussi d'aller te chercher des endroits, te les trouver, te faire des travaux de manière très 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 efficiente. Et je pense que il y a des choses à faire là-dessus, mais en effet, il faut pas juste se mettre dans son fauteuil. Et idéalement, je le voyais, je reparle de Frédéric Bious, mais qui me dit toutes les villes dans lesquelles il est allé, il a pris sa voiture, il est allé, il a regardé où est-ce que tu vas, etc. Pourquoi, comment il a bien raison. Moi, j'apprécie beaucoup Frédéric, mais sinon, en note de fin, moi, à titre perso, j'ai pas de locatif. À titre perso, j'ai tout mis en actifs financiers, beaucoup en actions, et c'est ça qui me rend le plus à l'aise finalement. Donc j'allais te proposer de me raconter ta martingale à toi. C'est ça, toi, ta martingale, ton petit péché mignon d'investissement? Il y en a d'autres ou Non, ma première martingale, ça a été d'être mobile et agressif dans ma gestion de carrière, très sincèrement. Donc pas de prendre les jobs les plus sécurisés à proximité de chez moi, mais accepter de m'expatrier plusieurs fois, accepter d'être très mobile à fréquence assez rapide en début de carrière pour aller cranter des nouvelles responsabilités, des nouveaux salaires. Donc il y a eu vraiment une grosse réflexion sur ma prise de risque de carrière très jeune. Dès mes 20 ans, 21 ans, j'ai essayé de construire quelles pouvaient être mes destinations. Je reprends un mobile et agressif en début de carrière, parce que souvent la prime, elle est sur la durée derrière. Je veux dire, une fois que tu as fait Singapour, New York, San Francisco, etc., que tu reviens en France, tu as quand même un background. Il faut apprendre à se poser. Il faut apprendre à se poser, mais même quand on se pose autour de la trentaine ou un peu après, 4-5 ans, c'est déjà des durées qui sont considérées en 2022 comme étant des belles durées d'emploi. Il n'y a pas besoin non plus de rester 10 ans dans la même entreprise. Donc ça, c'est ma première martingale. Et la deuxième, c'est d'investir en actions jeune, régulièrement, de m'y tenir, de ne pas vendre, de ne pas être émotif par rapport à ces investissements en actions et de garder ça au long cours avec un bon budget de risque. Pas simplement se dire je mets 10-20% d'actions, mais quand même plus que ça pour espérer avoir un bel effet à long terme. Essayer de ne pas céder à trop de sirènes d'investissement. 10-20% de ton salaire mensuel, tu l'envoies sur du... En début de carrière, un peu plus au fil du temps, mais j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière. Ok. Ouais, c'est agressif quand même aussi, ça. Ouais. Intéressant. Ouais, je faisais les calculs récemment, je pense que c'était pour une préparation d'épisode, je sais plus, mais sur les différences entre justement quelques années d'écart en début de carrière et le montant, c'est-à-dire que si tu prends, il y a des calculateurs de rendement, tu vois, tu fais ça en ligne, mais tu te dis, si je mets 100 euros par mois, si je mets 1000 euros puis 100 euros par mois pendant 20 ans, à un rendement de, je sais pas, 10%, et que si tu doubles, par exemple, et que tu passes de 2000 euros au début, ou même 1000, ça change pas, c'est pas ça qui, ouais, ça change un peu, mais surtout que tu passes à 200 ou 250 euros par mois, le levier, en fait, tu passes d'un coup de 40 000 au bout de 20 ans à 200 000, en fait. C'est hallucinant. De toute façon, c'est assez simple. C'est assez simple, de 25 ans à ses 45 ans. 45 ans, pas tout le monde, mais une partie des gens ont une vie de famille déjà assez installée. 25 ans, au contraire, on y pense généralement assez peu.
Mais 1 euro mis à 25 ans devient 4 à 5 euros à 45 ans quand il est placé en action. C'est 4x, 5x. Et donc, évidemment, c'est l'un des meilleurs remparts contre l'inflation. Et si en plus tu as pris des risques au niveau pro, etc., en fait, passer de 100 à 200 ou de 100 à 500 ou de même 1000 euros par mois placés dans tout ça, et là tu pars dans les tours, quoi. C'est intéressant. Super, écoute, merci. C'est marrant en revanche que tu n'aies pas utilisé d'effet de levier. J'ai fait du levier sur ma résidence principale. Voilà. Et j'ai eu un parcours agressif aussi en termes de résidence principale parce que malgré ma mobilité géographique, j'ai acheté assez vite et j'ai pu revendre ou j'ai pu mettre en location et revendre un tout petit peu plus tard pour acheter ensuite dans mes nouveaux lieux de vie. Donc j'ai toujours eu beaucoup de levier, mais sur ma résidence principale. Et sur les investissements, j'ai pour l'instant pas de levier. Je pourrais en prendre un petit peu, mais je me connais et je connais ma psychologie et je sais que je préfère avoir un bon pourcentage d'actions plutôt que du levier. Très bien. Julien Etex, on te suit on peut t'ajouter sur LinkedIn. Absolument. Je l'ai fait. Voilà. Et donc ETAIX. Et voilà. Et puis si vous cherchez un banquier privé, vous voyez qu'on a quelqu'un de bien. Mais bon, il a l'air bien loti là pour l'instant. Voilà. Donc, je suis heureux où je suis aujourd'hui. Merci Julien. À bientôt. C'est hyper cool. C'était un épisode passionnant. Je comprends beaucoup plus de choses. Bon, je vais pas changer de carrière en ce qui me concerne, mais je vais faire. J'ai quand même. Je vais pas aller en Suisse tout de suite, quoique, pourquoi pas, un petit tour à Genève. L'air des montagnes. Voilà. On est bien à Paris aussi. Il y a autour de Zurich, il y a des zones aussi de franchise d'impôts, je crois. Il me semble. Donc peut-être pas con finalement, si tu cumules le tout. Merci beaucoup en tout cas, et je te dis à très bientôt. Peut-être sur la martingale, on fera quelque chose. Excellent. À Salut. bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.